Hassan Sek. Voilà, je pense que et coordonnatrice de l'Institut Éducation, Santé, Famille et Genre de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Voilà, merci. Professeur, pour cette présentation et cette introduction. Donc, on est là pour échanger en fait sur la question en fait des violences, mais surtout formuler des recommandations, analyser un peu les différents types de violences, qu'est-ce qu'il explique, quels sont les différents phénomènes auxquels on assiste. Donc, je vais vous donner à chacune, en fait, enfin, on va dire une vingtaine de minutes pour développer sur la problématique des mesures et des initiatives de prévention que vous connaissez ou en tout cas qui sont mises en place euh, pour faire face justement à ce phénomène de violence faite aux filles et aux femmes. Donc, on va commencer par Djali. Oui, merci beaucoup, Mariama. Et je vais prendre l'opportunité qui m'est donnée pour faire un peu revenir sur tout ce qui est définition. C'est important toujours de poser les mots sur tout ce que nous sommes en train de faire et surtout pour que les gens puissent comprendre et saisir l'importance de définir ce que c'est que la violence. Parce que souvent, dans nos cercles de communication, dans les plaidoyers que l'on fait dans nos communautés, je suis actuellement à Sédhiou dans le cadre de la campagne des séjours d'activisme et on se rend compte que c'est toujours important de faire comprendre, de faire saisir aux personnes qui nous écoutent ce que c'est que réellement la violence. Et elle est définie et elle englobe toute forme d'atteinte physique, sexuelle, psychologique qu'on peut mettre sur quelqu'un. Maintenant, on est dans un monde où cette violence-là, elle est plus accentuée chez les femmes, parce que les femmes sont plus la population, c'est la population qui a le plus de vulnérabilité. Donc, il est important de comprendre pourquoi c'est surtout, parce qu'on nous reproche aussi souvent de faire beaucoup de campagnes contre les violences faites aux femmes et de ne rien dire par rapport aux violences faites aux hommes ou aux garçons, alors que tout est pris en compte dans les notions et les politiques genre. Donc, je commencerai par ça, je définirai les violences faites aux femmes par toute atteinte, que ce soit physique, sexuelle ou psychologique, économique, qui est exercée à l'encontre d'une femme juste parce que sa condition et qui est conditionnée par son état de fait que c'est une femme. Et cette prévalence-là de la violence faite aux femmes, je me rappelle bien que le laboratoire GEST avait, dans une étude, montré que la prévalence aux violences faites aux femmes dépasse le taux de 60% au niveau du Sénégal, avec des taux selon les régions, avec de grandes disparités, parce qu'on se retrouvait avec Diourbel, je pense, à l'époque, qui polarisait un taux qui dépassait les 70% de taux de prévalence de violence. Et il est fondamental aussi de faire une autre précision. Les droits de la femme sont une partie intégrante des droits humains. Tout le temps, on parle des droits des femmes et ça amène que les personnes qui nous écoutent, ou bien même institutionnellement, qu'on fasse une séparation ou bien une dichotomie entre les deux, ce qui n'est pas le cas. Les droits des femmes font partie intégrante des droits humains. Une femme, c'est un être humain qui a les mêmes droits. Et tout à l'heure, quand je rentrerai dans le cadre législatif, on verra que la première arme, le premier cadre juridique qu'on a, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que les droits de la femme sont une partie intégrante des droits humains. Et dans cette violence-là, tout à l'heure, en définition, je l'ai dit, c'est une chaîne qui se crée et c'est beaucoup de composantes, un cercle vicieux dont on parle, où on parle de violence physique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, constater, de visu, qui est une atteinte faite aux femmes et aux filles. Toutes les pratiques néfastes qui touchent les filles particulièrement. On parle de mutilation génitale féminine, de pratiques néfastes comme le mariage précoce, comme les grossesses précoces. Et toutes ces pratiques-là font en sorte que les femmes ne peuvent pas s'épanouir dans une société où elles en composent la moitié. Autre chose, les violences aussi entérinent et touchent beaucoup les femmes dans leur état de santé, dans leur essor économique
Et quand c'est ça, quand cet essor économique-là, cet état de santé, cette vulnérabilité s'accentue encore plus, la femme ne contribue plus à l'économie, au développement. Donc, promouvoir, travailler pour l'élimination des violences faites aux femmes équivaut à travailler pour avoir une société non seulement égalitaire, mais une société où les gens sont épanouis et une société développée. Il faut qu'on aille au bout de la chaîne là pour que les populations comprennent que ce n'est pas seulement pour que les femmes ne subissent plus cette violence, oui, c'est en grande partie pour ça, mais qu'en éliminant les violences faites aux femmes et aux filles, par ricochet, on règle beaucoup d'autres problèmes. On règle le problème de la santé, les femmes vont mieux se porter. On règle les problèmes économiques parce que les femmes travaillent et participent au développement économique. Et c'est comme ça que l'on construit une nation où les gens sont épanouis, où on va vers le développement, où on est sur le chemin de l'émergence. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire cette relation-là et aller jusqu'au bout de la chaîne concernant les violences. Maintenant, les violences économiques, les violences physiques sont cette violence-là qui est composée de coups et blessures, de châtiments, on parle de travail forcé, on parle d'énormément de choses qui touchent, qui est l'atteinte physique à la personne, qui nuit à la personne. C'est des choses que l'on peut constater, qu'on peut voir, qui est une atteinte au physique de la personne, même juste parce que c'est une femme. Et on parle des violences sexuelles, c'est l'une des violences les plus répandues. Dans ce cas-là, on parle de tout ce qui est agression sexuelle, harcèlement sexuel, mutilation génitale féminine, la consommation de mariage de filles mineures qui a moins de 13 ans, parce que la loi l'interdit, les incestes, la pédophilie. Et toutes ces atteintes-là sont aussi des agressions physiques, sexuelles, qui ont un impact sur la psychologie et à long terme même sur la société que nous sommes en train de construire. Et on parle des violences les plus sournoises, les plus insidieuses. C'est les violences psychologiques et les violences économiques. Psychologiquement, il faut énormément de temps pour qu'on puisse déterminer et voir qu'une personne, qu'une femme, qu'une fille subit une violence psychologique parce que c'est très insidieux, c'est très difficile à prouver. Et idem pour les violences économiques. Aujourd'hui, en ne donnant pas à son épouse ou sa fille les possibilités de manger, de s'habiller décemment, on l'expose plus à énormément d'autres fléaux et c'est une violence. C'est des violences économiques et cette violence-là, il faut la prendre en compte parce que nous sommes dans une société, dans des sociétés très patriarcales où déjà prendre en compte tout ce qui est violence physique, c'est extrêmement compliqué. Mais en plus, si on doit plus travailler sur les violences que l'œil nu ne voit pas, économiques, psychologiques, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais il faut, heureusement que depuis quelques années, avec le plaidoyer des différentes organisations, des mouvements féministes, des activistes et autres, ces violences-là sont en train d'être prises en compte. Parce qu'on est même allé jusqu'à percevoir que le fait de ne pas inscrire, parce que c'est une violation des droits humains, fondamentale des droits humains, de ne pas inscrire sa fille à l'état civil est une violence, parce qu'on ne permet pas à cet enfant-là d'avoir la possibilité d'être inscrit dans ce pays, d'être reconnu, d'être sénégalais, d'avoir ses papiers. Donc, c'est des violences. Et les violences économiques qui suivent ces violences psychologiques-là, on parle d'abandon, on parle de non-subsistance économique par rapport à sa famille. Et surtout, c'est accentué par aussi le code de la famille qu'on a. Et je vais en profiter pour faire le plaidoyer pour cette révision du code de la famille. On travaille depuis quelques années pour que des articles jugés discriminatoires au sein du code de la famille soient révisés. Parce qu'on se rend compte que le code de la famille sénégalais a 50 ans. Plus de 50 ans cette année, et qu'il y a des règlements et des dispositions qui ne sont plus actuelles, tellement notre société a changé et a muté. Maintenant, je vais parler de tout ce qui est fait comme plaidoyer. Et je vais parler du monde que je connais le mieux, le monde des médias sociaux. Nous avons assisté ces 15 dernières années à un renouveau de nos mouvements, que ce soit nos mouvements féministes, nos plaidoyers, grâce aux médias sociaux. Il faut le dire. Aujourd'hui, si on est arrivé à gagner beaucoup de points, à faire beaucoup d'avancées sur la crédibilité des paroles des victimes, c'est parce qu'on a eu des
médias indépendants, entre guillemets, des plateformes indépendantes, comme les réseaux sociaux qui nous ont permis de nous exprimer et de montrer ce que les médias classiques ne nous permettaient pas, ce que nous n'arrivions pas à faire dans les médias classiques pour nous faire entendre, nous arrivons à le faire avec les nouveaux médias et surtout, nous arrivons à le faire de façon beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on organise un webinaire en ligne alors qu'on est tous, on est presque tous et toutes dans des endroits différents. Ça, c'est grâce à la technologie. Et idem, la technologie, les médias sociaux nous ont permis de porter notre voix beaucoup plus haut, de pouvoir faire lever le rideau sur les violences que les femmes en général subissent au sein du cercle familial, au sein de la société, et pour lesquels il faut faire avancer, il faut booster nos autorités politiques pour faire avancer nos lois, pour faire avancer les mentalités et pour amorcer ce changement sociétal-là qui prend beaucoup plus de temps à se mettre en œuvre. Et les médias sociaux nous ont permis de renforcer nos mouvements, nous ont permis d'avoir plus de mobilisation et surtout nous ont permis d'informer. Parce que le plus grand défi de nos politiques de plaidoyer pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles, c'est le défaut de communication. Une personne qui subit une violence peut ne même pas comprendre que ce qu'elle subit, c'est de la violence. Parce qu'il y a une construction sociale que l'on a trouvée là, avec un patriarcat très fougueux. Et ce construit social-là fait que une femme, une fille peut être dans un cercle vicieux et ne même pas se rendre compte que ce cercle-là, que cela, ce n'est pas normal. Ce que je subis, ce n'est pas normal, c'est une violence. Et les médias sociaux nous ont permis, par diverses manières, par la création de contenu, par les séries télévisées, par les sketchs, par les visuels, par les vidéos que l'on crée de gauche à droite, par les discours, les conférences qui sont faites, les écrits, les livres qui sont partagés au niveau de ces plateformes-là, d'informer sur ce que c'était une violence et surtout comment faire après pour sortir de ce cercle vicieux de la violence. Donc les médias sociaux nous ont été d'une grande aide. Actuellement, les médias sociaux sont devenus un outil de plaidoyer extraordinaire qui est utilisé par toutes les organisations nationales et internationales. Et surtout, les plateformes commencent même à développer des outils internes qui permettent aux femmes d'avoir des boutons de signalement, des boutons urgence, de pouvoir lancer des alertes par rapport à une situation qu'elles vivent et par ricochet de pouvoir recevoir l'aide dont elles ont besoin. Et nous allons encore pousser beaucoup plus loin cette utilisation des médias sociaux. Ces médias sociaux nous permettent de mobiliser les Sénégalais, les personnes autour de causes communes. Pour rappel, quand on a pour avoir la loi sur la criminalisation du viol, toute la mobilisation est partie des médias sociaux. C'est un petit rappel, la loi pour la criminalisation du viol, on l'a eu suite malheureusement au décès de Binta Camara à Tamba qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux, qui nous a permis de médiatiser au maximum cette affaire et surtout de dire non, il faut qu'on arrête ces violences-là et il faut que la loi soit dessus pour que les auteurs soient punis à la hauteur des crimes qu'ils commettent. Et la mobilisation est partie sur Internet. On a créé un hashtag, on l'a fait monter, on a intéressé les autorités, les pouvoirs politiques, les députés, femmes comme hommes, les politiciens, le chef de l'État. On a transféré toute cette mobilisation en ligne en mobilisation physique. On a rédigé un mémorandum et on est parti l'amener à l'Assemblée nationale et on a pu criminaliser le viol. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, que ce soit au Sénégal, à travers le monde, de campagnes contre les violences faites aux femmes qui ont débuté sur Internet et qui ont permis d'aller loin dans les politiques et les plaidoyers de lutte contre les violences basées sur le genre, contre les violences faites aux femmes. On se rappelle du hashtag MeToo, on se rappelle du hashtag Balance ton port qui a permis à
d'énormes survivantes, je les appelle des survivantes et des guerrières aussi, parce que c'est très difficile d'avoir subi un viol et de revenir 10 ans, 15 ans après, alors qu'on est peut-être marié, qu'on a des enfants, qu'on a déjà construit une certaine stabilité, de revenir au devant de la scène et d'accepter de porter le combat. Donc, les campagnes comme Balance ton port, comme MeToo a permis de révéler et de faire en sorte qu'il y ait des procès, que des gens soient condamnés pour des violences, pour des faits qu'ils avaient fait dans le passé et que l'impunité avait fait croire à l'époque que personne ne pouvait rien contre eux. Donc, il est important de souligner ce grand boom que les médias sociaux ont pu apporter à nos plaidoyers de lutte contre les violences faites aux femmes. Maintenant, dans le cadre légal, je pense que c'est l'orientation que l'on m'avait donnée par rapport au Sénégal pour pouvoir parler du cadre juridique. Parce qu'il est important de savoir qu'on est dans un pays normé, avec des lois, et ces lois-là garantissent, qu'elles soient respectées ou pas, ces lois garantissent une intégrité à toutes les personnes et particulièrement aux femmes et aux enfants, parce que le Sénégal a ratifié des conventions. Dans les textes internationaux, tout à l'heure, je l'ai dit dans mon introduction, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la déclaration que nous avons tous et toutes en commun sur la dignité humaine et sur l'importance de protéger l'individu. Peu importe son sexe, son âge, la couleur de sa peau, son origine socio-professionnelle, socio-économique, tout ça, la Déclaration universelle des droits de l'homme le met en seul groupe et reconnaît la dignité humaine à tout être vivant. Et c'est important parce que c'est quelque chose que nous avons en commun dans presque tous les pays. Et beaucoup plus loin, nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le CEDEF, que beaucoup d'entre nous connaissent. Et cette convention, l'État du Sénégal l'a ratifiée et s'engage à inscrire dans le droit, dans nos textes nationaux, le principe de l'égalité homme-femme. Parce que c'est un principe qui permet de corriger cette erreur qu'on nous a fait toujours croire, comme quoi un homme n'est jamais égal à une femme n'est jamais égale à un homme. Donc, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination et à l'égard des femmes est un engagement. Et l'État du Sénégal s'est engagé à mettre en place des mécanismes et des instruments de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Et ces discriminations-là, elles peuvent être politiques, sociales, économiques, culturelles, et il faut lutter, il faut qu'il y ait des mécanismes et instruments de lutte qui permettent de pouvoir lutter contre ça. Et la CEDEF a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979 et elle est rentrée en vigueur en 1981 et le Sénégal l'a ratifiée sans réserve en 1985. Et toujours dans le cadre juridique, le CEDEF, vraiment, c'est un engagement que l'État du Sénégal a pris. Et on sait qu'avec de 85 à maintenant, il y a eu des instruments juridiques qui ont été mis en place. On est arrivé quand même à faire évoluer nos lois par rapport à énormément de dispositions légales. Oui. Donc, on a parlé du CEDEF et toujours dans les textes internationaux, le CEDEF, on pourra y revenir après s'il y a des questions, on pourra revenir sur les différents articles du CEDEF et surtout ce que ça garantit comme droit au niveau du Sénégal. Et toujours dans les textes internationaux, on parle du cadre juridique tout le temps. Toujours, il y a la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. L'État du Sénégal l'a ratifié. On a l'EPU, l'examen périodique universel, on l'a fait récemment aussi, qui nous a permis de faire la situation sur l'état de droit, l'état des droits, de la protection des droits humains au Sénégal et qui nous permet à chaque rencontre de pouvoir examiner où est-ce que nous en sommes, quelles dispositions l'État du Sénégal a mis en place, où est-ce que nous en sommes avec le respect des dispositions qu'on a pris et des engagements qu'on a pris. C'est l'examen périodique universel du Sénégal. Et parlons du cadre local, c'est-à-dire du cadre africain et puis du cadre
ouest africain. Au niveau du cadre régional, on a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Sénégal aussi a ratifié. Et cette charte aussi garantit la dignité humaine et le respect des droits humains sans discrimination de religion, de couleur de peau, d'origine ou quoi que ce soit. On a la Convention africaine des droits et du bien-être de l'enfant en Afrique, que aussi le Sénégal a ratifié, qui est une convention qui regroupe un peu différentes chartes, différentes dispositions que les États doivent mettre en place pour garantir la sécurité des femmes et des enfants. Et pour terminer sur ce chapitre-là, parce qu'il y a d'autres dispositions nationales sur lesquelles je reviendrai, et je reviendrai sur les plus récents, il y a le fameux protocole de Maputo. Le protocole de Maputo, nous connaissons tous de quoi ce protocole parle, parce que c'est l'un des protocoles en matière de protection des droits de la femme qui est le plus complet que l'Afrique ait eu à construire. Et le Sénégal l'a ratifié sans réserve, et nous tardons encore à faire en sorte que nos lois nationaux soient mises à jour, entre guillemets, je peux appeler ça comme ça, par rapport à ce protocole de Maputo-là. Juste un exemple simple, dans le protocole de Maputo que le Sénégal a ratifié, l'âge légal du mariage des filles est de 18 ans, alors qu'au niveau de nos lois nationales, l'âge légal du mariage des filles est de 16 ans. Donc, il y a un important plaidoyer qui est en train d'être fait pour qu'on puisse relever au même niveau que chez les garçons l'âge légal du mariage et le mettre et pour les garçons et pour les filles à 18 ans. Ce protocole, vraiment, a innové, a été une innovation si on le compare par exemple au CEDEF, à la CEDEF, pardon, parce que ce protocole a pris en charge les mutilations génitales féminines, le VIH, l'accès à la terre, l'accès à l'avortement médicalisé, l'accès paritaire aux instances de prise de décision, surtout à l'engagement politique des femmes, les droits des femmes, des femmes âgées, les droits des femmes handicapées, le droit des femmes en insuffisance de ressources, c'est-à-dire qui sont dans l'extrême pauvreté et la précarité. Donc, le protocole de Maputo, vraiment, est l'un des dispositifs les plus complets que nous avons en matière de protection des femmes par rapport aux violences qu'elles subissent dans nos sociétés. Et au Sénégal, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons des lois nationaux. Et le dernier, c'est la criminalisation du viol, qui nous a permis de pouvoir, c'est vrai, on est toujours dans l'explication, l'application, on est encore dans les discussions pour savoir est-ce que cette loi sera réellement efficace. Pour moi, il faut toujours être dans cette dynamique de rechercher comment améliorer les choses et ne pas jeter les acquis. C'est l'occasion pour moi de faire un plaidoyer autour de ça. Il faut qu'on arrête de critiquer cette loi-là, de vouloir revenir en arrière. Je pense qu'il faut être dans la démarche de co-construction pour essayer de l'améliorer, parce qu'une loi, elle n'est jamais figée. On peut l'améliorer, on peut l'amender, on peut le mettre à niveau par rapport à sa réalité, par rapport aux droits de son pays. Donc, il faut qu'on travaille en synergie pour que cette loi-là soit le plus adaptée possible à nos réalités et qu'on puisse avoir tous les êtres humains égaux devant la loi, mais que les hommes et les femmes aussi puissent jouir de lois et de dispositions légales qui les protègent. Et cette loi criminalisant le viol est une loi importante qui, à partir du moment où elle a été votée et où elle a été promulguée, règle un problème et fait en sorte que le viol soit considéré comme un crime, parce qu'il faut le dire, le viol, les atteintes sexuelles sont un crime et sont un fléau destructeur par rapport à l'épanouissement des femmes. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. On pourra continuer après par rapport aux questions s'il y en a sur les dispositions légales. Mais je pense que j'ai brossé brièvement tout ce qu'il y avait comme disposition légale au niveau international, au niveau africain et au niveau local par rapport au cadre juridique concernant les violences faites aux femmes et aux filles. Merci beaucoup, Jali, donc pour cette revue très détaillée et très exhaustive, justement, des dispositions juridiques concernant les droits des femmes. Donc, nous allons passer à la présentation de professeur Fatoumata Anne et après, nous allons prendre des questions par la suite. Merci. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez garder les noter et après, nous allons les prendre. Merci.
Merci beaucoup, Mariama. Merci, Dali, pour la présentation qui me permet d'aller directement à certains points. Je pourrais faire l'économie des définitions et autres. Est-ce que vous permettez que, Thioro, est-ce que vous permettez que je partage mon écran, s'il vous plaît? Donc, ça veut dire qu'il va falloir arrêter le partage d'écran. Très bien. Je crois que ça marche. Que je mette l'écran, ça va être plus simple. Assez rapidement. En fait, j'ai volontairement voulu commencer parce qu'on m'avait chargé de discuter de l'état des lieux, de faire un état des lieux des violences faites aux filles et aux femmes au Sénégal. Et donc, du coup, je me disais, mais comment je vais faire ça? Parce qu'en fait, j'étais partie sur à la fois la difficulté de mesurer l'ampleur de ces violences, mais en plus, je me dis, mais il y a une diversité de violences et donc de ce point de vue-là, on ne peut pas toutes les traiter de la même manière. Et pour moi, finalement, je me dis, mais c'est comme si on travaillait sur un phénomène qui est caché, comme si on... Et j'ai commencé à me dire, ben, il faudrait peut-être réfléchir à faire le parallèle entre les violences qui sont faites aux femmes et aux filles et la sorcellerie, par exemple. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ce sont deux phénomènes que l'on peut mettre en miroir, parce que ce sont des phénomènes cachés, et parce que tout simplement, la violence, des formes de violence sont de plus en plus insidieuses. Excusez-moi, je vais juste demander à un collègue de... Excusez-moi. Et donc, je me disais, mais parce que tout simplement, le parallèle entre la sorcellerie et l'étude des violences peut être fait. Parce qu'en réalité, on va voir que dans la sorcellerie, on va avoir un système qui est assez soutenu par des agents réels et on a la même chose avec les cas de violence. Et ici, pour le cas de violence, c'est la société, on peut dire. La société qui ne dénonce pas, la société qui peut être complice. Et donc, voilà, là, il y a un premier parallèle qui peut être fait. Un autre parallèle, c'est sur les formes de manifestation. Aujourd'hui, j'aurais voulu, je pense que si j'avais lancé dans le chat les manifestations de la sorcellerie, je pense que j'aurais des réponses très, très diverses et variées. Et donc, sur les violences, on va avoir les mêmes choses. Et surtout, en fait, finalement, aujourd'hui, on est dans quelque chose d'assez insidieux, mais en même temps, on va voir que les éléments, les types de violences, par exemple, ne s'excluent pas mutuellement. On peut avoir de la violence physique qui va s'accompagner de la violence sexuelle. Et donc, du coup, si on voulait, par exemple, en mesurer l'ampleur, ça aurait été compliqué. Et donc, pour dire tout simplement, en fait, la complexité finalement de ce à quoi nous faisons face et qui fait que nous avons par moment l'impression soit de faire du surplace, soit de reculer. Et j'ai fait une liste de personnes. Là, par exemple, je pense que vous voyez mon écran en haut à droite. Oui, on voit bien l'écran. Merci, Mariama. Et donc, Djali évoquait Binta Kamara. Mais est-ce que vous connaissez Koumbayat? Est-ce que vous connaissez Fatou Samb? Est-ce que vous connaissez Seynabou Kadialou? Est-ce que vous connaissez Marème War? Toutes des femmes qui sont décédées, soit violées et tuées,
soit tout simplement tués, avec des âges très différents, pour dire donc tout simplement que quand on parle des violences sexuelles et des violences qui sont faites aux filles et aux femmes, on va avoir donc une variété à la fois dans l'âge, une variété une diversité des formes, et donc cela ne cesse d'augmenter, ces types de violences ne cessent d'augmenter. Vous voyez, des titres dans la presse permettent de rappeler cela. On parle de féminicide. Vous voyez le dernier chiffre, par exemple, on parlait de 89 000 femmes tuées en 2022 au Sénégal. On est donc à des niveaux assez graves de violence. C'est vrai que quand on parle des violences, il y en a celles que l'on voit, ces violences qui sont les plus connues, comme les violences physiques, qui vont aller des coups au meurtre, des violences sexuelles très variables, des attouchements au viol, des violences verbales qui vont des insultes et autres, et comme je vous disais. Et donc, cela donne lieu à une forme de distinction qu'il faut avoir selon que l'on parle de la sphère privée ou de la sphère publique. Et donc, aujourd'hui, on voit que l'espace privé, tout comme l'espace public, devient un espace de risque, un espace de vulnérabilité pour les femmes et pour les filles. Dans la rue ou dans l'espace public, ces formes de violence vont donner lieu à des comportements très spécifiques, comme des stratégies d'évitement de certaines rues, des formes de contournement ou même des renoncements au fait de pouvoir profiter de l'espace public, flâner tout simplement comme on le dirait. Et donc, alors que dans l'espace privé, ce qui est problématique, c'est que justement, cet espace privé qu'est la famille, qui devrait être cet espace de sécurité, est aujourd'hui un espace d'insécurité et de violence, en tout cas l'un des espaces le plus problématiques pour les femmes. Et quand on regarde en fait ces chiffres, ça fait quand même froid dans le dos. Là, on était sur des problématiques plus spécifiques au Sénégal. Quand on monte en échelle, on peut se dire, oui, on n'est pas en termes de violence, c'est en Afrique centrale et en Afrique australe que les violences sont les plus élevées, mais quand même au Sénégal, vous voyez qu'au moins, ce sont les données de la Banque mondiale qui a mesuré entre 2006 et 2019 la prévalence des violences sur les femmes de plus de 15 ans. Et donc, on est sur les 12 derniers mois à près de 13% et une fois au moins dans la vie à 18%. Et donc, sur une carte, voilà ce que ça donne. Par exemple, mais ce qui est problématique avec les violences, c'est que aujourd'hui, on a quand même des formes d'acceptation, on va dire, ce qui rend un peu problématique la prise en charge des violences de quelque type qu'elles soient, de quelque type qu'ils soient, c'est surtout en fait, c'est que à la fois il y a des actes de violence qui ne sont pas criminalisés, il y a des actes de violence qui sont banalisés, d'autres et des actes qui sont criminalisés mais qui ne sont pas dénoncés. Et donc c'est ce qui fait qu'on va parler par exemple de voile pudique que la société met sur ces délits, et on a l'impression parfois qu'il y a une forme en fait d'acceptation, ou en tout cas de ces violences au nom de valeurs, ou au prétexte de valeurs qui ferait qu'on l'on ne pourrait pas dénoncer cela. Par exemple, quand on voit qu'au Sénégal, quand même, 39% estiment qu'un mari a le droit de battre son épouse, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'on a encore du chemin pour déconstruire justement un système de croyances fortement ancré et pour pouvoir proposer des solutions qui soient durables. Parce qu'en fait,
en réalité, au-delà de la pudeur, il y a également des stratégies de camouflage qui sont développées. Enfin, on n'ose pas le dire, on n'ose pas dénoncer. Et donc, on va voir au nom du masla, au nom du nepal, au nom de l'entregent et les réseaux d'interconnaissance, on ne dénonce pas. Et donc, finalement, les victimes vont soit choisir de se taire, ou bien choisir de se taire soit par culpabilité, soit par honte, soit par peur de représailles sociales. Parce que quelquefois, quand on dénonce, l'impact social, le poids est tellement important que quelquefois, les victimes n'ont pas les épaules pour faire face tout simplement. Et donc, voilà, on est dans le même principe que sur la sorcellerie. Et aujourd'hui, il y a quand même, et tout ça pour dire que, voilà, au-delà de la complexité, donc, de décrire un phénomène qui est caché et accepté socialement par moment, il faut savoir distinguer les types auteurs et lieux. Et c'est pour ça que je disais que j'ai fait l'économie, enfin, Dialy m'a fait l'économie des définitions, mais j'aimerais bien revenir quand même sur la difficulté aussi à mesurer deux types de violence. Par exemple, la violence psychologique. C'est vrai qu'elle est très difficile à identifier et tout ça, mais on est dans un contexte global où la santé mentale des populations, des personnes ne sont pas prises en compte. Donc, je pense que pour agir sur les violences psychologiques, il faut déjà commencer à prendre en charge et documenter les violences, la santé mentale, avoir la prévalence, pour pouvoir agir de manière très spécifique. Il en est de même aujourd'hui pour la violence économique. Il est clair qu'on va revendiquer un certain nombre de droits, mais il y a aujourd'hui une évolution sociale dont il faut tenir compte. C'est une redéfinition des rôles et des statuts sociaux et qui font que les femmes incarnent de nouveaux rôles. Elles sont de plus en plus, et de nouveaux statuts, hein, quelquefois, quoi qu'on dise, aujourd'hui, combien de femmes attendent encore d'être entretenues par leur époux? Très peu. Elles sont engagées dans des métiers qui, par contre, les exposent au risque. Et une étude d'ailleurs sur les violences dans l'espace public montrait que du fait, les femmes sont exposées du fait de leur activité économique. Leur activité se faisant dans la rue pour la plupart parce qu'elles sont dans le petit commerce de rue, donc leur lieu de travail devient un espace de vulnérabilité. Et donc là, c'est un point qui me semble important à soulever quand on veut penser les solutions. Et justement, en parlant de ça, quand on voit, par exemple, l'année dernière, en janvier 2023, 3 femmes mouraient dans un éboulement à Kédougou. C'est parce que justement, c'est du fait d'une mine à Kédougou, c'est du fait de leur activité économique. Et donc, il y a, quand on parle de violence économique, non, à le mettre en lien avec les types d'activités aussi des femmes. On a aussi, je voulais aussi parler des nouvelles menaces. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que les réseaux sociaux, les médias sociaux nous permettent un certain nombre de choses, de facilité, d'innovation, de pouvoir organiser, en tout cas réduire les distances et organiser un certain nombre de choses. Mais il y a aussi quand même des problématiques nouvelles en termes de violence et des formes de violence nouvelles ou des risques nouveaux qu'ils comportent, parce que justement, aujourd'hui, à l'heure des humanités digitales, ces humanités s'accompagnent d'une violence inouïe et sur lesquelles les réponses tardent, que ce soit sur la protection des données, que ce soit sur la protection tout simplement des individus. Il y a un certain nombre, il y a encore des choses à penser du fait de ces innovations-là. Alors, je voudrais juste assez rapidement évoquer quelques difficultés en fait qui permettent de penser les types d'interventions.
J'ai parlé tout à l'heure des problématiques nouvelles liées aux humanités digitales, mais il y a aussi la nécessité aujourd'hui, parce que comment lutter contre un phénomène dont on ne connaît pas exactement l'ampleur? Et c'est le cas des violences. Par exemple, le problème, c'est que dans le cas des violences familiales, les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir. Donc, on a une difficulté à collecter des données qui ne sont pas les mêmes et qui doivent être désagrégées selon les contextes économiques, selon qu'on soit en contexte urbain ou en contexte rural. On sait par exemple que dans un contexte, les violences en contexte rural sont beaucoup plus importantes qu'en contexte urbain. Donc, les données sont désagrégées et éclatées entre ONG, associations, tribunaux, police, en fait, toute la chaîne d'intervenants sur ces questions-là. Et donc, il y a lieu aujourd'hui peut-être de mettre en commun tout cela pour pouvoir aller vers des données qui nous permettent d'avoir des niveaux de différence et à pouvoir donc construire des types d'interventions qui ne soient pas globalisantes et homogénéisantes, mais qui soient spécifiques en tenant compte des contextes dans lesquels on les met en œuvre. Un troisième point il me semble important, c'est quand même aujourd'hui une sorte d'instrumentalisation de plus en plus importante du corps des femmes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans des espaces comme les espaces politiques. Et donc, et ça, c'est aussi une problématique qui exacerbe de plus en plus les violences et donc qui permet d'aborder un peu toutes les limites des lois. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, il est vrai, il y a cette loi sur la criminalisation du viol, mais depuis enfin, ces dernières années en tout cas, on a l'impression que la parole de la victime devient de plus en plus inaudible. Et donc, voilà, c'est aussi une question pour dire tout simplement qu'il y a fondamentalement un changement d'abord de mentalité à faire et que finalement, on ne change pas forcément une société par décret. Les lois ne permettent pas de changer fondamentalement, mais il y a encore un travail très important à faire en termes de sensibilisation, de plaidoyer, d'éducation, de respect de la vie humaine et de la dignité humaine et surtout aujourd'hui aller vers un système en fait plus égalitaire. Donc en termes de propositions, et je vais m'en arrêter là, Madame la modératrice, il y a pour moi la nécessité de penser des systèmes d'alerte précoce, mais qui seraient en fait animés ou en tout cas mis en œuvre par des acteurs communautaires, c'est-à-dire mais vraiment des acteurs qui sont porteurs de dynamique communautaire, de dynamique de changement et qui ont la confiance des populations. Et aller donc vers cette égalité homme-femme, mais définir vraiment des formes d'intervention très spécifiques et très ciblées. Et surtout, en plus, commencer vraiment à travailler sur les violences non connues, les violences négligées, c'est-à-dire le harcèlement moral, la violence symbolique et les types de violences dans l'espace public qui ne sont absolument pas prises en compte par les politiques publiques. Je vous remercie de votre attention et reste disponible pour les questions et les échanges. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment très intéressant et bien documenté. Merci pour les statistiques que vous nous avez proposées et surtout les pistes de solutions. Donc, j'ai comme ça retenu pas mal de choses de vos deux interventions. Je pense que dans la première intervention, ce qui est important, c'est qu'on est dans un État qui a ratifié des conventions internationales qui donc viennent au-dessus de notre loi. Donc, c'est à la loi de se conformer à ces engagements internationaux et qu'aujourd'hui, on a toujours un âge du mariage à 16 ans, là où il devrait être à 18 ans. Il y a aussi des problèmes qui ont été notés, notamment le fait que certains enfants ne sont pas déclarés ou ne sont pas inscrits à l'école ou sont retirés à l'école ou sont mariés de manière précoce ou exposés en tout cas à des grossesses précoces, à des mariages précoces,
à des formes de violence telles que les mutilations génitales féminines ou les viols, etc., ou l'inceste, la pédophilie. Donc, il y a aussi, on a beaucoup parlé aussi des réseaux sociaux, donc de toutes les opportunités qui permettent de mieux relayer les phénomènes, de mieux dénoncer, de mieux sensibiliser, mais qu'il y a quand même quelques effets pervers parce que des fois, ils sont peut-être mal utilisés ou ils peuvent même être des espaces de harcèlement aussi. Donc, je pense que toutes les deux, vous avez beaucoup parlé d'éducation, de besoin de renforcer l'éducation, l'information, l'empowerment, l'autonomisation économique, tout ce qui est leadership, estime de soi, pour justement être dans la prévention. Et vous avez beaucoup, en tout cas, professeur, vous avez parlé du rôle des acteurs de changement et des acteurs communautaires, c'est-à-dire qu'il faut en venir à prévenir tout ce qui est abus, harcèlement. Djali, vous avez bien détaillé les différents types de violences aussi, professeur également. Donc, il y a le conjugal, familial. Ce que j'ai pas beaucoup entendu, vous avez parlé des violences dans la rue, tout ce qui est harcèlement. Dans le milieu politique, vous avez évoqué aussi, notamment ces dernières années, on a vu des scènes dans des assemblées nationales où on décortiquait la tenue, le port vestimentaire de femmes, où on agressait physiquement des femmes. Donc, je pense que vous avez parlé aussi de toute la mobilisation et de tout le rôle joué par les activistes, les associations, pour permettre quand même des acquis, notamment des lois, comme celle concernant la criminalisation du viol. Maintenant, je n'ai pas beaucoup entendu parler de violence, on va dire économique, mais surtout professionnelle, dans le milieu professionnel. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, mais que ce soit dans le cadre universitaire, en tout cas, en milieu professionnel, on a quand même parfois des rapports aussi, et même des contextes de solidarité masculine qui même empêchent les femmes parfois d'évoluer normalement, ou en tout cas qui leur demandent de devenir, entre guillemets, des hommes. Et parfois aussi, on n'a pas le sentiment qu'il y a une vraie solidarité entre femmes. On n'a pas parlé du mot de sororité, mais est-ce qu'il y a réellement des réseaux féminins forts? Est-ce qu'il y a réellement une sororité? Est-ce que les femmes aussi jouent le jeu, en fait, de se protéger mutuellement? Quel est le rôle des femmes dans la prévention des violences faites à d'autres femmes ou à des filles? On n'a pas parlé aussi d'autres questions, mais qui existent au Sénégal, c'est-à-dire toutes les discriminations qu'il y a concernant des castes, des ethnies, une certaine xénophobie, etc. Est-ce que ça aussi, ça n'occasionne pas parfois des violences? Donc, de toute façon, je pense que si vous voulez, vous pouvez peut-être apporter une réponse. Sinon, on peut ouvrir une liste de questions tout simplement. Et ceux qui veulent poser des questions peuvent lever la main. On peut prendre quelques questions. Je voudrais intervenir. Oui, Jali, avec plaisir. Je voudrais intervenir par rapport à un point que tu viens de souligner, Mariama, cette affaire de solidarité féminine. Je rentre d'un forum africain francophone féministe. C'est le deuxième forum du Fonds José qui s'est déroulé à Lemay et qui a regroupé toutes les organisations féministes de femmes en Afrique francophone. Parce que nous avons aussi cette problématique d'avoir nos propres cercles de discussion, nous les francophones, parce que les anglophones, ils sont bien avancés sur énormément de points. Et il est beaucoup revenu cette histoire de solidarité féminine. Moi, je ne crois pas à cette affaire de les femmes ne sont pas solidaires. C'est ce que les hommes disent pour continuer à nous diviser. Les femmes sont très solidaires. La preuve, aujourd'hui, si quelque chose arrive à Jali Badiane, Mariama va être la première personne, même si elle ne sait même pas de quoi ça retourne, à me laisser un message de soutien, à afficher un soutien sur les réseaux, en parler autour d'elle. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sont prêtes à se battre pour leurs congénères sans même savoir de quoi il s'agit. On est solidaires. Cette affaire de oui, les femmes ne sont pas solidaires, c'est le discours des hommes qui continue de nous faire encore beaucoup de divisions en interne. Cette sororité, elle existe. La preuve, on est là entre sœurs, en train de discuter,
alors que chacun d'entre nous a des obligations professionnelles et n'était pas engagé du tout à venir faire ce webinaire-là. Et on continuera de le faire parce qu'on se soutient dans tout ce qu'on fait. Les femmes se soutiennent. Maintenant, la forme de soutien que les hommes ont, c'est ça qu'ils veulent nous imposer comme règle dogmatique de sororité, alors que ce n'est pas réellement ça. Il faut qu'on y ait avec tout ce qui englobe nous, ce que nous sommes, des êtres humains déjà et des femmes aussi. Donc, je refute cette histoire de nous ne sommes pas solidaires. Nous sommes très, très, très solidaires. Autre chose par rapport à une question qui m'est toujours très importante d'aborder, que docteur a abordé, c'est les violences en ligne. Oui, Internet, les médias sociaux sont un couteau à double tranchant. Comme tout outil que l'on a entre ses mains, soit on en fait quelque chose de bien, soit on en fait quelque chose de mal. Oui, maintenant, on prend en compte les problématiques de violence en ligne. C'est devenu important de créer des cadres de discussion pour les femmes où elles sont en ligne, parce que l'Internet est devenu encore un autre moyen pour les femmes de subir des violences sexistes. Il y a des programmes de formation, il y a des programmes de prévention, il y a un plaidoyer qui est mis en place et surtout, il y a un cadre juridique légal. Je reviens sur ce cadre juridique au Sénégal que je connais le mieux. Depuis 2008, le Sénégal est outillé de lois et de dispositions légales qui protègent les données personnelles. Et surtout, on a une brigade de lutte contre la cybercriminalité qui prend en charge toutes les questions de harcèlement, de violence. Et la majorité des personnes qui sont victimes de ça, ce sont des femmes. Et cette brigade, je suis très contente de le dire, j'ai eu l'opportunité de beaucoup travailler avec eux, ils font un travail remarquable. On a des dispositions légales au niveau de la CDP, au niveau de nos codes de justice qui permettent à une femme qui est harcelée, ça m'est déjà arrivé, je parle en connaissance de cause, de pouvoir porter plainte, d'aller devant les juridictions et d'être remis dans ses droits. Nous sommes des Sénégalais, autant que nous sommes hommes et femmes, et nous avons des droits et des devoirs. Et il faut pouvoir rester en justice, et nous avons ce cadre légal-là qui est au Sénégal. Et par rapport à beaucoup de pays africains, le Sénégal est beaucoup avancé en matière de politique juridique par rapport à la protection de l'espace numérique. Pour ça, je pense que nous avons un arsenal juridique qui nous permet quand même de nous mettre sur les plus grandes tables à travers le monde et de dire qu'on a les arsenals, qu'on a les dispositions juridiques pour pouvoir sanctionner ces dérives-là sur Internet. Maintenant, il reste une éducation au digital qui va permettre de faire un plaidoyer pour que les femmes soient plus dans un cadre au niveau des médias sociaux très sûr. L'autre question sur laquelle je voudrais aborder, Mayama, tout est urgence. Les violences, l'harcèlement dans le monde du travail, elle est réelle. La disparité salariale est réelle. Il faut le dire, c'est une violence de payer une femme moins parce que simplement c'est une femme. Et dans les croyances locales, on pense tellement que les femmes n'ont pas de charge que ce n'est pas grave pour beaucoup de personnes que les femmes gagnent moins. Une femme qui cherche l'argent, souvent est cataloguée de carriériste, comment on dit ça, de matérialiste. Matérialiste. Voilà. Alors que les hommes qui cherchent de l'argent, on en fait des champions. Alors que moi, je veux être milliardaire. Il faut qu'on se le dise, on veut des femmes riches. C'est ce que je dis souvent par rapport au fonds de soutien des femmes. Il faut qu'on arrête de donner aux femmes des miettes. Dans les histoires de microfinance, de nanofinance, les femmes veulent des milliards. Pourquoi une entreprise dirigée par un homme arrive à décrocher 10, 15, 20 milliards de levée de fonds? Pendant ce temps-là, on calque les femmes à de la microfinance. On donne 100 millions à 100 groupements de femmes. On se les divise, chacun se retrouve avec 1 million. Dans un groupement où il y a 10 femmes, c'est 100 000 francs. Ça servira à qui? À personne. Et il faut travailler sur ces paradigmes-là. Les études mondiales ont toujours démontré que les femmes sont les plus pauvres du monde. La pauvreté, c'est chez nous. On veut de la richesse. On veut avoir de l'argent. On veut pouvoir créer de la richesse. Être à la tête de grandes entreprises, être dans les instances de prise de décision. Et pour ça, il faut un plaidoyer fort à la base. Il faut que les femmes y croient. Et surtout, il faut que les chaînes, que cette société-là, que ces violences-là nous mettent aux mains et aux pieds, qu'on les brise. Parce qu'une femme, pour qu'elle arrive à une certaine stature de la société, que ce soit économiquement, politiquement, sociétalement, mais il faut qu'elle échappe au mariage précoce, aux violences dans le foyer,
aux grossesses précoces, qu'elle arrive à terminer le lycée, à rentrer à l'université, à avoir un bon métier, à se former, à avoir les mêmes chances que les hommes de pouvoir décrocher un financement pour ouvrir son garage, à pouvoir compétir avec les hommes sur le même pied d'égalité. Vous voyez le nombre d'obstacles que les femmes doivent gravir pour arriver au même niveau que les hommes. Donc, il faut ces obstacles-là, on travaille. Heureusement, au Sénégal, on a beaucoup d'organisations qui interviennent sur beaucoup de questions. Il faut que les organisations travaillent sur chacune de ces questions pour mettre de côté ces obstacles-là, pour que les femmes soient émergentes. Mais il faut qu'on travaille, qu'on commence vers le bas, surtout vers les plus jeunes, et qu'on monte vers le haut. C'était l'intervention que je voulais faire par rapport au résumé de Mariama. C'était très pertinent. En tout cas, merci beaucoup, professeur. J'imagine que vous avez vous aussi quelques mots. Oui, Mariama, j'aurais quelques points à dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut fondamentalement un changement de paradigme. Parce que tant qu'on n'aura pas compris que les ressources des femmes ne sont pas des revenus d'appoint, on ne changera pas, on restera dans le nanocrédit. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, et nous entretenons cela. Quand je dis nous, c'est la société dans sa globalité. On se réfugie derrière, oui, mais les femmes, elles doivent être entretenues, etc. Ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc, à partir de ce moment-là, leur revenu, tout ce qu'elles gagnent, est considéré comme un revenu d'appoint. C'est-à-dire que ce n'est pas des ressources essentielles du ménage, ce qui est totalement faux. Donc, c'est pour ça que je dis il y a un changement de paradigme important à faire, c'est-à-dire sortir de cette perception qui n'est plus valable du tout. Et donc, en même temps, le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un écart entre nos gouvernants. Et même en termes de statistiques, on a vu. Allez-y. Gouvernants et ce qui se passe dans la réalité du terrain. Et voyez les femmes entrepreneurs. Souvent, elles échappent, elles ne sont pas concernées par ces dispositifs. Elles vont investir dans ce qu'on appelle l'économie informelle, mais plutôt l'économie parallèle qui est circulaire et où elles peuvent trouver des ressources qui leur permettent de pouvoir financer leur activité. Des femmes qui sont dans des tontines à 50 millions par mois ne vont pas aller prendre de l'argent de la DER, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a une désarticulation entre les pouvoirs politiques qui pensent et qui veulent entretenir les femmes dans le misérabilisme, je te donne un 50 000 que tu payes pendant 10 mois avec des intérêts là-dessus, et d'autres qui peuvent aussi encadrer ou en tout cas vraiment renforcer le pouvoir économique des femmes. Ce que je voulais terminer par quelque chose. Aujourd'hui, en fait, sur la question de la sororité, Mariama, c'est très important, mais c'est très fragmenté en réalité. Parce que c'est vrai qu'on s'engage sur différentes causes, celles que l'on pense importantes. On choisit nos causes, en fait. Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut avoir l'impression de n'être pas solidaire. Parce que les hommes ne sont pas solidaires, forcément. Mais ils peuvent entretenir une certaine complicité. Quand je dis complicité, c'est de se soutenir mutuellement. Se soutenir mutuellement en cas quand quelqu'un est accusé, par exemple, dans une corporation de viol, de violence, de harcèlement, etc. Alors que les femmes vont être les premières à dire « Oui, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire? Pourquoi elle est habillée comme ça ?» Il y a aussi un réel problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur les relations de genre qu'il y a entre les femmes. Quand on parle de genre, ce sont aussi des rapports de pouvoir et de domination qui existent au sein des organisations féminines. Parce que quoi qu'on dise, même si on parle de solidarité, quelquefois, ce sont les femmes qui enfoncent, je suis désolée de le dire, et sans être dans un truc machiste homme-femme, sans être dans une opposition homme-femme, parce que voilà, ce qui nous manque, c'est peut-être qu'on fait des choix sur les batailles que nous voulons engager. Et je termine juste par un exemple.
vous avez soulevé un point très important sur la violence professionnelle. Vous savez, quand je parlais de violence symbolique et de harcèlement, c'est aussi ça. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de loi contre le harcèlement. Vous êtes harcelé dans votre milieu professionnel, vous ne pouvez pas porter plainte contre le harcèlement. Ça n'existe pas. Et ce qui est problématique, je vais vous donner l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'université, qui est un monde éminemment masculin. L'université de Ziguinchor, 180 enseignants-chercheurs, il y a 8 femmes. La règle, c'est très clair. C'est-à-dire que on est soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes règles. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir, il faut d'une certaine manière se masculiniser ou bien se taire. Et donc, il y a des espaces comme ça. Et maintenant, c'est aussi aux femmes de se battre pour y être, pour arriver au même niveau que les autres, pour dire, et ça, je fais vraiment un résumé, parce que je pense que sur les violences professionnelles, on aurait pu y passer une après-midi. Après, il y a un point important qui, il me semble, c'est la question des inégalités. Tant qu'on n'aura pas réglé fondamentalement les inégalités sociales, territoriales, économiques, on ne peut rien régler. Parce que même s'il y a aujourd'hui une loi sur la cybercriminalité, brigade de cybersécurité, etc., au niveau décentralisé, il n'y a pas, ces dispositifs n'existent pas. Ils sont centralisés à Dakar. Ben, quand vous êtes à Tambacounda, c'est très compliqué. Et après, on est aussi dans des niveaux d'éducation qui font que, c'est vrai, on va nous dire, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand on a des taux d'analphabétisme qui sont affolants chez les femmes, comment on peut leur demander de connaître la loi? Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons demander à nos auditeurs qui ont des questions de bien vouloir lever la main. Comme ça, on leur donnera la parole. Nous allons sélectionner peut-être 5 ou 6. Après, il me semble qu'il y avait des commentaires dans le chat. Voilà, il y a quelques... Sinon, on peut... Oui, il y a des commentaires en fait. J'ai ce commentaire-là, interroger sa propre histoire et son propre parcours, la prise de conscience de sa propre valeur, un pas pour lutter contre la peur et ne pas subir des violences. On accepte encore d'être appelé sexe faible quand ça nous arrange et être entretenu. Non, n'est-on pas violenté nous-mêmes par nous? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qui souhaite répondre à ce commentaire? Professeur, je pense que vous l'avez évoqué en disant que les femmes continuent à vouloir être entretenues. Oui, en fait, il y a différentes dimensions. C'est ça le paradoxe, en fait, dans cette histoire, dans nos vies. Vous savez, je voudrais, je ne sais pas qui a posé la question, mais il est important de revenir La personne sur est ce qu'il anonyme. On ne dit. sait pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas... Oui, mais je veux dire tout simplement que la perspective qu'il propose est très, très importante parce que justement, interroger notre histoire nous permettrait de comprendre quelle est la place réelle des femmes dans nos sociétés. Et vous savez, aujourd'hui, je plaide de plus en plus pour une archéologie de nos valeurs parce que je me rappelle, il y a quelques années, quand on a voulu parler de loi sur la parité en Mauritanie, la plupart des associations étaient contre parce qu'ils disaient, mais vous allez nous ramener en arrière et que voilà, on va finalement être exploité par les hommes, etc. Et donc, moi, je trouve que cette question s'inscrit dans cette perspective-là. Ça veut dire, est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'histoire des femmes, à connaître au rôle réel des femmes dans le développement de nos sociétés pour pouvoir, en fait,
pour pouvoir s'en sortir. Parce que malheureusement, vous savez, quand on parle du principe de domination en citant Pierre Bourdieu, ou même la manière dont on incorpore un certain nombre de valeurs, nous fait qu'il nous est difficile de déconstruire un certain nombre de principes et de choses. Et donc, c'est vrai, par exemple, l'autonomie a un coût. Et combien sommes-nous à oser l'autonomie? Que je parle d'autonomie financière, je parle d'indépendance dans l'esprit, voilà, même autonomie dans tous les sens, ça veut dire de pouvoir penser par soi-même. Mais voilà, ça, c'est un coût important que la société nous fait payer, mais voilà, il faut que nous puissions sortir de cela, parce que la difficulté, c'est bien ça, c'est à la fois l'intériorisation de normes de domination, mais que l'on a peur de bouleverser, parce que quelquefois le coût social est très important. Et voilà, après, je voyais quelqu'un parler d'autorité parentale assez rapidement, et je termine sur ça. Voilà. Oui, non, mais ça, ça aussi, c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut que les gens se battent et comprennent. Et il y a beaucoup de contradictions, et ça, pour le faire, il y a beaucoup de contradictions, de paradoxes dans les différents articles du Code de la famille, et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en valeur, parce que à la fois, aujourd'hui, on ne peut pas ne plus parler de puissance paternelle, heureusement, et ensuite continuer à ce que les enfants soient encore subordonnés à l'autorisation parentale. Pour faire bouger ton enfant, il faut que tu aies l'autorisation de son père. Enfin, voilà. Alors que dans le même temps, des articles du Code de la famille vous disent que l'éducation des enfants incombe de manière égale aux deux parents. Enfin, il y a différents dispositifs du Code de la famille, dispositions, pardon, du Code de la famille qui permettent de dépasser cela. Donc, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Djali quand elle disait qu'il y a des choses, des articles, des dispositions du Code de la famille qui sont totalement obsolètes. Il y a un travail de relecture à faire et d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, mais on en est très loin. Très bien. Donc, on rappelle effectivement que le code date de 1972 et qu'effectivement, il y avait eu un besoin de consensus avec les dignitaires religieux à l'époque, ce qui fait qu'il y avait quelques compromis qui ont été pris, on va dire. Donc, je vois plusieurs mains levées. Je vais commencer par, Élodie Ameline. Ensuite, ce sera Margot Préra. Est-ce qu'on peut leur donner la parole? Qui peut nous aider pour que Élodie puisse prendre la parole? Ensuite Margot et ensuite Laurent. Ah, Élodie, c'est bon. Bon, ben, moi, je suis prêt, hein, c'est Élodie. Allez-y, Laurent, on va commencer par vous alors. Allez-y, on vous écoute. Vous avez une question? Laurent, vous avez une question? Oui, oui, j'ai une contribution en fait à faire par rapport à mon point de vue, quoi. C'est une contribution ou une question? Une contribution. Saluer et féliciter vraiment nos deux panélistes, notamment Jali et Madame Anne. J'avoue que c'est toujours un plaisir, en tout cas, de vous écouter parler, parce que, voilà, on ne voit jamais le temps passer quand on vous écoute vraiment aborder ces questions. Et c'est tout un plaisir pour nous, en tout cas, hommes qui nous activons dans ce domaine, c'est-à-dire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Voilà. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est tout à l'heure par rapport. On vous a perdu par rapport à?
Laurent, on vous entend plus. Contre leur seule femme. Parce que souvent, quand on parle de violences faites aux femmes, c'est seulement, bon, essentiellement, la plupart du temps, les violences que les hommes font du moins à l'égard des femmes, à l'endroit des femmes ou des filles. Mais est-ce qu'on s'intéresse souvent à ce que les femmes elles-mêmes font subir à leurs sœurs? Moi, en fait, c'est ça ma préoccupation. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, beaucoup de situations, on se rend compte que les femmes, à la limite, sont très dures avec leurs consoeurs, avec leurs sœurs. Et pour moi, ça doit être quelque chose qui doit nous interpeller pour qu'on puisse aussi en parler. Parce que, bon, récemment, l'année dernière, du moins, j'étais aussi lors d'une grande rencontre des femmes. Mais quand j'ai entendu certains témoignages, bon, je me suis dit que, mais attends, tiens, est-ce que aujourd'hui, on va continuer toujours à s'intéresser seulement aux violences faites par les hommes à l'égard des femmes? Est-ce qu'on ne doit pas aussi s'intéresser sur les violences Très bien. Je pense qu'on a compris et bien noté la question. Est-ce que qui voudrait répondre en fait à Laurent par rapport à sa question, à son commentaire? Diali peut-être? Oui, en fait, les hommes ont toujours cette tendance à croire qu'on ne prend pas ça en compte. Mais une petite fille qui va se faire mutiler, c'est des femmes qui vont faire, c'est typiquement féminin ce processus-là, même si derrière l'argumentaire qui est fait a été discuté entre hommes et tout. Nous combattons toute forme de violence faite à l'égard des femmes, peu importe l'auteur. Et ça, il faut qu'on le comprenne dès maintenant, que aujourd'hui, une petite fille qui est exploitée comme bonne à Dakar par une femme ou un homme, c'est la même chose par rapport aux positions de plaidoyer. Ils ne font pas qu'on entre, ça va nous faire perdre plus de temps. Il ne faut pas qu'on entre dans cette affaire de violence faite aux femmes par les femmes, violence faite aux femmes par les hommes. Je pense qu'il faut prendre en compte la dimension de plaidoyer et de lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles, et peu importe d'où ça vient, que ça vienne de nos lois, que ça vienne de nos dispositions juridiques, que ça vienne structurellement de notre administration, que ça vienne des hommes, des femmes, de nos familles, de nos sociétés. Je pense que tous les plaidoyers sont les mêmes et que nous avons besoin forcément juste de mettre en place des mécanismes pour gérer chaque problématique, mais qu'on ne vienne pas sur ce terrain de violence faite aux femmes par les hommes, par les femmes, par ceci ou par cela. En tout cas, c'est mon avis personnel par rapport à ce sujet-là. Merci, Djali. Professeur, ça vous va ou vous voulez faire un... Oui, j'avais déjà répondu à cela. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'assez rapidement, je salue en fait la présence de Laurent parce que pour moi, il est important, notamment sur les violences, et je parle d'expérience, sur les violences physiques, sur les femmes. Les hommes peuvent être d'un grand apport. Pourquoi? Parce que quelquefois, la parole de la femme qui vient intervenir en cas de violence n'est pas audible. Parce que tout simplement, celui ou celle qui a violenté cette femme voit celle-ci comme un sujet faible à violenter et donc il n'y a aucune différence. Et d'expérience, j'ai vu que quand il s'agissait d'un homme qui intervenait auprès d'un homme qui battait sa femme, ça calmait tout de suite. Donc, voilà, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, dans le plaidoyer, avoir des personnes comme Laurent, ben, vraiment, sans rentrer dans les histoires de masculinité positive, etc., mais de manière de le dire tout simplement que les hommes s'approprient le combat des violences et voilà, on y arrive, sans rentrer dans quelconque masculinité ou féminité. Voilà. D'accord, très bien, merci. Personne ne veut dire un mot sur la masculinité positive? Si, on peut, mais... Oui, ce serait bien quand même de donner votre définition, en fait, du concept, juste pour que les personnes qui sont là puissent avoir quelque chose, un support, et après ils pourront faire leurs propres recherches ou lire. En fait, Mariam, je ne voulais pas qu'on enferme les gens dans les masculinités positives parce que vous savez, en fait, comme concept. Dérange, en fait. Parce que tout à l'heure, vous
de parler d'économie parallèle au lieu, Oui, enfin, plutôt que économie informelle. Donc, oui. masculinité positive, qu'est-ce que vous proposez? En tout cas, comment vous voyez les choses qui soient plus neutres et plus respectueux finalement, en fait? Mais en fait, moi, je pense que nous avons, nous, dans nos démarches, dans Mhm. notre, comment dire, dans notre, à la fois dans la sémiologie, que dans nos cultures et nos langues, nous avons des des référentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour Mhm. avoir cette image d'un homme qui puisse aussi qui traite Respectable en tout point de vue, en fait, tout ouais, c'est simplement. ça, exactement. Et ça, pour moi, c'est ça qu'il faut faire émerger et c'est sur cette base-là qu'il faut construire pour Mhm. pouvoir parler de masculinité positive. Parce que c'est vrai que les masculinités toxiques nous ont tellement bouffé que l'on oublie un Mais il peu. n'y a pas que ça, en fait, tout Oui, simplement. non, mais il n'y a pas que ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Bien. Est-ce que Margot peut activer son micro pour poser la question qu'elle voulait poser? À défaut, Elodie, est-ce que vous arrivez à activer votre micro? Sinon, n'hésitez pas à écrire vos questions, hein. On pourra les lire et vous apporter une réponse. On aimerait sincèrement être très efficace et finir à 17h30, si possible. Bon, si nous n'avons pas d'autres questions, est-ce qu'il y a encore des mains levées? Non, c'est bon, il n'y a plus de main levée. Non, il n'y a plus de mains levées. En tout cas, merci Mariama, est-ce que je peux juste revenir sur un commentaire que j'ai vu sur le chat? Non, bien sûr, avec plaisir. voilà. Allez-y. Vas-y, Voilà, Jen. j'ai vu un commentaire qui m'a semblé très important par rapport à toute notre discussion. C'est un Mhm. plaidoyer pour l'affaire là de la puissance paternelle. Mhm. C'est un drame familial que beaucoup de femmes vivent par rapport à leur progéniture. Le fait de ne pas avoir la possibilité, l'autorisation parentale signée du père pour faire sortir leurs enfants, ou bien juste pour leur ouvrir un compte bancaire, hein, parce que beaucoup de gens pensent que c'est juste une autorisation dont on a besoin pour voyager, mais c'est une autorisation dont on a besoin pour tout faire avec Mhm. l'enfant, pour lui ouvrir un compte bancaire, pour toutes les démarches administratives pour un enfant. Quand le père n'est pas là, ne le fait pas, il faut une autorisation parentale signée du père. C'est l'occasion de parler de ce code de la famille. Il faut que nous ramener cette révision du code de la famille, elle est importante pour nous toutes. Ce n'est pas le combat de certains ou de certaines, c'est le combat de toutes les femmes. Parce que ces discriminations vont tôt ou tard nous toucher. On parle du relèvement de l'âge légal du mariage, des dispositions sur l'autorisation parentale, mais même l'élection de domicile. Combien de femmes se sont vues dans des dilemmes monstres parce que simplement elles doivent aller travailler dans une autre région et que l'élection de domicile est réservée à un mari qui refuse que sa femme parte dans une autre région pour travailler. C'est quelque chose que l'on rencontre dans les boutiques de droit, au niveau des maisons de justice. Beaucoup de femmes viennent chercher des solutions à ces problématiques-là. Il faut qu'on fasse une unité derrière ce plaidoyer pour la révision du Code de la famille. Le Code de la famille, pour moi, c'est une chance qu'on a eue en 1972 de le voir. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était une révolution. Mais en 50 ans, les conditions des femmes ont changé et il faut forcément le réviser pour l'adapter à nos nouvelles réalités. C'est l'intervention que je voulais faire parce que j'ai vu le commentaire et la personne a écrit et j'ai compris que c'était quelque chose qui lui tenait réellement à cœur qu'on parle de cette révision du Code de la famille. Et parlant de ça, merci beaucoup, Djali, c'est important. Il y a une autre question concernant l'état civil et la déclaration par le père. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés parce qu'elles sont gênées de déclarer, enfin, de devoir déclarer elles-mêmes un enfant, ou alors elles n'ont pas forcément des actes de mariage, ou en tout cas le père n'est parfois pas présent, ou ne reconnaît pas toujours l'enfant.
Donc, par rapport à la reconnaissance de paternité, peut-être en quelques mots. Et en fait, il y a deux problèmes, Mariama, importants que tu soulèves. Tu vois, c'est à la fois sur un problème d'état civil, parce que souvent, malheureusement, on réduit l'état civil à la déclaration de naissance, mais quand le mariage n'est pas déclaré, ça devient problématique. L'enregistrement d'un mariage est un acte d'état civil. Et donc, c'est ce qui pourrait permettre aux femmes de pouvoir déclarer leur enfant à l'absence du père. Ça, c'est un premier élément. Mais l'autre élément, ce qui est problématique, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas de certificat de mariage, il faut pouvoir détenir la pièce d'identité du conjoint et qu'il y ait des témoins qui prouvent. Donc, la procédure est tellement complexe que quelquefois, pour des femmes, et je parle, je ne parle même pas de femmes qui soient instruits, qui soient analphabètes ou des trucs comme ça, hein, mais même pour des femmes qui ont un certain niveau d'éducation, c'est très compliqué pour elles. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une réelle problématique déjà de l'état civil à avoir. Après, sur les questions de perspective, je l'avais noté comme un plaidoyer aussi fort que toutes les organisations de femmes, et toutes les femmes d'ailleurs, doivent pouvoir porter, c'est sur la question du refus de paternité. Ça, c'est quand même assez problématique parce que, et ça, vous voyez, ça a un ancrage au niveau de la société qui est problématique. Mais dans tous les cas, regardez, quand une jeune fille tombe enceinte, qui est condamné? Il y a quelques années, on expulsait même les jeunes filles des collèges, en fait. Les collèges, oui, c'est ça. Exactement. Et donc, voilà, c'est ce qui continue. C'est, voilà. Donc, du coup, sur la question quand même des refus de paternité, c'est assez problématique. Et je vois qu'elle précise, qu'elle parle justement de refus de paternité, celle qui posait la question de l'enregistrement à la naissance, etc. Et donc, le combat, et ça c'est aussi de pouvoir s'organiser pour combattre ce refus de paternité-là, enfin, contraindre, etc. Parce que ce que dit la loi, c'est quand même assez spécial, quoi, sur les changements et tout ça. Il n'y a aucun moyen à ce moment de contraindre les hommes à reconnaître la paternité. Absolument. J'avais un point que je voulais souligner, c'était par rapport à votre intervention, professeur Anne. Vous avez beaucoup parlé des acteurs communautaires. Je pense qu'on pense surtout au Badenougor, peut-être au milieu médical, au parajudiciaire, etc. Et même les différentes associations, les différents leaders, etc. Et les centres de conseil ados. Mais est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'ils possèdent assez de ressources pour faire ce qu'ils devraient faire pour justement mieux informer, mieux éduquer, mieux faire de la prévention? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les dispositifs existants? Alors, moi, je pense que de manière très claire, hein, je dirais assurément non, ils ne sont pas tous outillés pour pouvoir faire face et tout ça. Mais en fait, ce que je voulais, et j'avais élargi d'ailleurs dans mon propos, en parlant d'acteurs communautaires porteurs de dynamique de changement. C'est-à-dire que, parce que, en fait, pour ces questions-là, il faut que l'on puisse avoir confiance en la personne. C'est-à-dire que, quelquefois, tu peux avoir la Badenougor dans le quartier, mais sauf que la Badenougor, on ne lui fait pas confiance. Donc, on va aller voir, on se dit, ah ben tiens, on va peut-être voir Thioro, elle va être plus discrète, elle va, tu vois, et donc on va aller voir Thioro. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut pouvoir identifier localement ces personnes-là qui peuvent apporter de l'aide, qui peuvent avoir. Et aujourd'hui, il est important que l'on puisse travailler en réseau. Il est important que tout de suite, dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a un cas, dès qu'il y a que l'on puisse se dire, ben, on y va ensemble. Une action proposée par
Laurent, par Aïssatou, par Djali, je suis à Ziguinchor, elle est à Dakar, je suis à Sédhiou, je suis à Kolda, qu'est-ce que je peux faire de manière très concrète? Donc, c'est ça, quel est l'acteur au plus près du terrain localement à qui je peux m'adresser? Donc voilà, c'est ça en fait le truc, parce que vous êtes, il y en a qui ne sont pas outillés effectivement pour prendre en charge, pour répondre à ces questions, qui sont totalement démunis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais vous donner un exemple en fait localement sur la question de la prise en charge psychologique des personnes victimes de viol. Ça, c'est un vrai enjeu parce que du coup, on les fait vous consulter par les psychiatres qui ne sont pas forcément outillés, ou on va te dire, ah oui, mais il y a le psychologue conseiller au centre d'orientation. Je suis désolée, les psychologues conseillers d'orientation scolaire et professionnelle ne sont pas outillés pour accompagner des victimes de viol. Donc, vraiment, il y a des confusions comme ça que l'on fait, et pour moi, il est important que l'on puisse vraiment travailler en réseau, et c'est ce qui permettrait de dire, ah ben tiens, dès qu'il y a tel truc, si moi je peux pas, je peux au moins alerter pour avoir tel. Et c'est là où je me disais, ben, peut-être qu'aujourd'hui, c'est dommage qu'elle n'ait pas été disponible, mais la contribution, en tout cas l'exemple de ce que fait Mame Diarra, notamment avec le suivi confidentiel des viols, parce que ça aussi, c'est important. Absolument. Solidarité Même le active, parce numéro que 116 aussi. oui, parce que quelquefois, justement, même quand le numéro ne marche pas, tu peux appeler directement, il y a des brebis. Donc, et cette question de suivi confidentiel est importante. Quelquefois aussi, ce qui fait que nos solutions ne prospèrent pas, c'est qu'on étouffe, on est dans des réseaux quand même d'interconnaissance où les victimes ont honte, on n'a pas où les mettre, ou voilà, et donc elles n'ont pas forcément confiance. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut, à mon avis, prendre en compte. Alors, plus sérieusement, sur les masculinités positives, je vais terminer par ça. Pour ce que je voudrais suggérer, en fait, quand je parlais de sémiologie, c'est que l'on puisse, en fait, partir, vous savez, je le disais, sur quelles sont, en fait, les images, parce que les masculinités positives sont des constructions sociales. Ça veut dire que dans chaque société, on a des vertus sociales qui sont liées à la parenté, à la maternité, à la paternité. Et donc, c'est cela, à mon avis, qu'il faut identifier. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour les mettre en évidence, nous avons quelques ressorts sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Ça veut dire déjà, dans les systèmes de gouvernance ou même dans les chartes, on va dire, communautaires, que ce soit la charte du Mandé, les articles 9, 14 et 16, par exemple, ou 18, je pense, je vous dis ça de tête, parlent de ces figures de masculinité. Donc, voilà, pour dire tout simplement qu'il y a des exemples, il y a des ressorts dans notre société, parce que finalement, tout ce qui est féminité, masculinité ne sont que des constructions sociales. Et donc, voilà, à nous de les redéfinir. Okay. La réflexion que je me faisais par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que souvent dans notre société sénégalaise, la notion de bien-être, d'épanouissement de couple, de tendresse entre conjoints, on a l'impression que c'est pas très extériorisé, on ne sait pas pourquoi, mais quand un homme tient le sac de sa femme ou la main de sa femme, on a tendance à dire dafa yambar, daf ko ragal, tu vois, c'est pas forcément bien perçu, on va dire. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un changement de mentalité à apporter, mais pour le moment au Sénégal, on n'a pas le sentiment que le bien-être et le bonheur des couples ou des familles soit si important. On a l'impression que les gens gèrent plus le côté économique, en tout cas social, c'est-à-dire que quand il y a une cérémonie, que les gens s'habillent bien, qu'ils montrent, que la femme montre qu'elle est soumise à son mari, que le mari montre qu'il peut entretenir sa famille. On n'a pas l'impression que l'épanouissement, tout ce qui est émotion, tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est bien-être est important, tout simplement, par rapport à d'autres cultures où on voit par exemple d'autres cultures où c'est vraiment affiché, ça paraît normal en fait.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas en train de changer? Mais vous savez, en fait, Mariam, il y a cette distinction que l'on fait de l'intime, du privé, du disciple. Mais je pense que c'est plus complexe, en fait, que ça. Il y a peut-être des formes d'expression de la tendresse qui vont être plus pudiques, plus... Et vous avez évoqué tout à l'heure des formes de violence que l'on n'a pas évoquées, mais ces formes, selon les classes sociales, les catégories, les hiérarchies. Mais dans le même temps, vous allez voir à la fois dans le discours et dans les attitudes, il y a aussi des formes d'expression à la fois de la tendresse, de l'émotion, qui vont être tolérées, plus tolérées chez d'autres groupes, chez certains groupes sociaux que d'autres. Donc, vous voyez, on revient sur la construction sociale qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des formes d'expression qui vont être plus tolérées chez d'autres. Et vous parlez de tendresse, mais même de la douleur. Quelquefois, sur la douleur, on peut tolérer que certains puissent l'exprimer clairement et pour d'autres, voilà, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça que, justement, il faut pouvoir penser les choses de manière très spécifique selon les référentiels des uns et des autres. Mais c'est une question qui est très importante. Et justement, j'ai des collègues qui travaillent sur la question de la séduction, sur la question de l'orgasme féminin, etc. Et qui montrent que justement, il y a des choses qui sont quand même en train de bouger et que ce n'est pas aussi marqué que ça. D'accord. Ton sentiment, Djali, sur la question, quel est ton sentiment par rapport au changement de mentalité, à ce qui pourrait en tout cas évoluer un peu et qu'on ait d'autres modèles, on va dire, complètement aux antipodes des formes de violence qui peuvent exister dans notre société, avec plus d'égalité et d'équité entre les genres. Je peux? Oui, oui. Le changement de mentalité, je pense que c'est une question d'éducation. Je le disais tout à l'heure. Il faut qu'on veille beaucoup à éduquer, à sensibiliser, à travailler sur les générations à venir. Je ne dirais pas que c'est déjà mauvais ou déjà, entre guillemets, foutu pour nos générations, mais pour éviter de transmettre cette construction sociale-là, il faut forcément par A ou par B qu'on puisse éduquer. Et l'éducation et des filles et des garçons. Parce que dans notre militantisme, le problème majeur qu'on a, c'est qu'on éduque beaucoup les filles en oubliant d'éduquer les garçons. Et qui éduque? La grande question, la plupart du temps, ce sont les mamans, donc ce sont des femmes. On doit pouvoir les sensibiliser pour qu'elles puissent donner la même éducation, sans discrimination, sans violence, autant qu'aux filles qu'aux garçons. Surtout que maintenant, on est dans un monde où Internet nous offre beaucoup de possibilités. Toutes les croyances religieuses et autres ont été levées. On s'est rendu compte que énormément de choses qui étaient dites pour étayer ou bien pour justifier certaines pratiques ne sont pas vraies au final. Donc, il faut énormément éduquer et surtout commencer par le plus bas. Ça commence à la maison, à l'école. Aujourd'hui, il est important qu'au ministère de l'Éducation nationale, qu'on puisse intégrer cette dimension genre-là dans tout le curricula, c'est-à-dire de l'école maternelle jusqu'à l'université. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations se battent pour pouvoir avoir des toilettes genrées dans les écoles. C'est une éducation sensible au genre. Parce qu'il faut prendre en compte la spécificité que d'être une jeune fille à l'école, qui doit avoir ses menstrues, qui doit avoir de l'eau, qui doit avoir accès à des toilettes sécurisées. Et c'est une chaîne qui s'imbrique de la maternelle jusqu'à l'âge adulte. C'est comme ça que l'on bâtit une nation. Et pour moi, il est important de travailler sur ces actions de plaidoyer qu'on doit insérer à travers, en utilisant les médias classiques, les médias sociaux, mais donc on doit commencer depuis le bas âge. Et il y a une question sur laquelle je voulais intervenir. Je ne sais pas si je vais anticiper la chose ou pas. On a beaucoup parlé de la prévention. Beaucoup. Mais est-ce qu'il n'est pas plus important aussi de poser le doigt sur quand il y a ces cas de violence, après, on fait quoi? Et c'est le moment pour moi d'interpeller nos autorités.
Aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis en place une ligne qui s'appelle 116 qui permet aux femmes victimes de violences d'appeler gratuitement en toute heure. Oui, 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 c'est vrai. Cette ligne, personnellement, je l'ai testée, j'ai appelé. Mais quelle solution cette ligne propose aux femmes battues, aux femmes violentées? Il faut des solutions, il faut une prise en charge. Et la prise en charge, elle doit être holistique, du début à la fin, et qui fait le tour. Une prise en charge médicale, économique, sécuritaire, psychologique, tout ce qu'il faut pour remettre cette femme-là et sa famille dans des conditions idoines pour pouvoir continuer à vivre. Et c'est ça qui nous manque. Il y a beaucoup de plaidoyer. On met énormément d'argent dans le plaidoyer, tout en sachant que le changement de comportement, le changement de paradigme prend du temps. Il faut qu'on investisse. C'est d'où l'importance de cette thématique des séjours d'activisme. Investir pour éliminer les violences à l'égard des femmes. Et l'investissement, c'est quoi? Construire des centres d'accueil. Il n'y en a presque pas au Sénégal. Très peu, et c'est des initiatives privées à chaque fois. Privées. On est 18 millions d'habitants. Il n'est pas, avec la moitié de la population qui est féminine, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de centre de refuge d'urgence. Les services étatiques n'offrent pas une panoplie de services adéquats qui prennent en charge une femme victime de violence, elle et ses enfants. Parce que souvent, la question, et ce que je déplore à beaucoup d'organisations, oui. Et les services sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, même de manière manifeste, on peut voir qu'elles sont victimes de ça, mais souvent, il n'y a même pas de dénonciation, de détection. Exactement. C'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme de prise en charge qui travaille holistiquement à cette prise. Le peu d'initiatives, c'est des initiatives privées. Par exemple, je peux donner l'exemple de la boutique de droit de la JS. C'est l'occasion aussi de magnifier leur travail. Je travaille beaucoup avec les boutiques de droit. Je les fatigue énormément pour mes cas. À chaque fois que j'appelle certaines, la première chose qu'elles me disent, Jali et ses cas. J'ai toujours des cas, malheureusement. Mais ils offrent au moins un paquet de services qui permet de prendre en charge les femmes. C'est avec les boutiques de droit. Il y en a 7 au Sénégal alors qu'on est 14 régions. On devrait pouvoir se battre pour les aider à en ouvrir dans chaque région. Il y a le numéro vert. Oui, c'est une bonne chose d'avoir une ligne d'écoute. Mais une écoute qui ne trouve pas de solution pour moi, quoi qu'on puisse dire, ne réglera pas le problème. Il faut qu'on se batte. C'est pour ne pas pouvoir s'engager, en fait, parce que le truc, c'est qu'ils n'ont pas de solution. Donc, du coup, voilà, on écoute. Et puis il faut travailler sur les solutions. Et on n'écoute même pas, en fait. Donc, il faut travailler sur les solutions. On met énormément de ressources financières, techniques dans les plaidoyers. Il faut qu'on se batte pour mettre autant de ressources pour qu'aujourd'hui, on puisse construire de grands centres d'accueil qui permettent à des femmes de pouvoir partir avec... Parce que c'est simple de dire à une femme battue, formation, il faut partir. Mais cette femme-là, si elle n'a pas quelque part où aller, elle va aller où? Qu'elles soient formées, ces femmes, lorsqu'elles sont dans... Voilà. Si elle n'a pas la possibilité, en sortant de ce mariage-là, en sortant de ce cadre-là, de pouvoir bénéficier de formation, de suivi, de financement pour créer son autonomie financière et pouvoir gérer sa famille, mais elle va continuer à rester. Parce que culturellement aussi, nous avons un construit social qui fait qu'une femme ne reste jamais derrière ses enfants. Les femmes, elles restent pour la plupart du temps parce qu'elles se disent que si je m'aimais, non seulement je ne vais pas pouvoir offrir à mes enfants le même niveau de vie qu'ils ont, mais je ne vais pas pouvoir les gérer. Et pour ça, il faut une prise en charge. Il faut former, orienter, conseiller et suivre ces femmes-là et leur permettre que ce cercle de violence-là ne soit pas quelque chose qui se transmet, qu'on puisse casser ça, qu'elles puissent sortir de ce cercle de violence, qu'elles puissent éduquer des filles et des garçons à même de dire non à toutes ces formes de violence. Donc ça, je voulais vraiment qu'on en parle réellement des solutions et inciter l'État, le ministère de la Femme, le président de la République, tous les services étatiques, l'action sociale, la solidarité nationale, tous les acteurs pour qu'on puisse commencer à réfléchir réellement sur les solutions et au-delà de la réflexion, à mettre en place toutes ces réflexions-là. Je pense que Djali, en fait, tu l'as dit, mais il faut sortir de l'incantation. Je vais résumer tout ça par ça. Il faut vraiment sortir de l'incantation. On est tout le temps dans l'incantation.
Et enfin, quand je dis tout le temps, les pouvoirs politiques, c'est pour ça, ben voilà, c'est comme ça, tu n'as pas d'action concrète. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, sur les femmes, il faut vraiment, je vais revenir sur le changement de paradigme. Parce que quelquefois, quand on regarde la contribution des femmes à l'économie domestique, elles doivent pouvoir partir. Ce n'est pas une affaire de... Parce que justement, je reviens sur le budget d'appoint dont je parlais, les revenus d'appoint dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour la plupart, même quand elles sont violentées, elles vont rester, alors que c'est elles qui tiennent le foyer. Ou bien leur contribution est à la hauteur, sinon plus, de ce que donne le conjoint. Donc, il y a aussi, en fait, pouvoir, un travail à faire sur la capacité à s'assumer, et ça, c'est une indépendance à la fois financière, mais surtout mentale. Là, on revient sur la force de pouvoir y aller, de la force de pouvoir assumer d'être une femme seule avec des enfants. La femme, c'est aussi cela, en fait, que je voulais dire. Mais voilà. En tout cas, on des solutions qui remercie n'existent pas. tous les auditeurs. Je pense que nos deux panélistes ont essayé d'être le plus concrète possible, d'être le plus précise possible et qu'elles nous ont donné vraiment beaucoup de pistes de solutions pour la prévention, mais aussi pour la prise en charge. Et je pense que vraiment, c'était un webinaire très riche, très intéressant, très interactif. Donc, bravo à toutes. Nous allons devoir conclure et demander comment ça s'appelle? On va prendre une photo en tout cas. Si vous voulez bien activer vos caméras pour qu'on puisse prendre une photo. Est-ce que tu es en place pour ça, Mina Pro? Pour la photo, d'accord. Il faut que tout le monde joue le jeu. Ils sont Et les tout le autres. monde, hein, Coro, Aïssatou, Elodie. sont là avec nous. Si tout le monde Laurent peut. est là. En plus, il y en a beaucoup qui sont en orange, c'est bien, c'était le thème aussi. Ah oui, c'est la thématique du moment. Tout le monde est en orange. Donc, Margot, Elodie, Mina Pro, est-ce que tout le monde peut allumer les caméras pour la photo de fin? Choro, tu nous entends? Choro? Alors, on aura juste Choro besoin est de 2 la à 3 guide, en minutes. fait, 2 minutes pour le la guide, faire. en fait, de la commission Jigéninder de JIDER. JIDER, en fait, c'est une association de jeunes entrepreneurs créée par une jeune Sénégalaise, Mandela, Fellow Mandela Programme. Donc, Madame de Absagning. Donc, Choro, quand tu auras fini ton appel, il faudra peut-être dire un tout petit mot pour JIDER et pour Isoforal, tes deux familles de cœur. Hein? Absolument. Alors, merci à vous tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir été, disons, le pont entre Ousoforal et JIDER, deux organisations formidables dans lesquelles j'apprends beaucoup. Ousoforal, c'est une école, JIDER, c'est également une école. Et par la même occasion, je profite également pour remercier nos panélistes à travers leurs interventions de qualité. Et à vous aussi. Les applaudissements d'ailleurs. C'était super intéressant. On pouvait rester jusqu'à 19h. Mais je vous remercie très sincèrement à toute l'équipe technique de Mina Pro qui sont derrière également. Et machallah, à tous les participants pour le temps que vous avez réservé à ce webinaire de haute facture. Je vous remercie tous. Allez. Merci, Choro. Merci à vous, Mariama. Vraiment. Un mot de la fin, Dali, professeur Fatoumata Anne. Un mot de la fin. Ce sera des remerciements à l'endroit de Ousoforal. Bon, je ne vais pas être long, c'est la famille, on se connaît. Ils savent combien et comment je respecte leur travail, le travail qu'ils font sur le terrain, que j'ai eu l'occasion de voir et pour lesquels j'ai eu l'occasion de participer aussi, d'amener ma petite contribution à tout cela. Et c'est aussi des encouragements. Le milieu le monde dans lequel nous sommes, le travail que nous faisons,
est très difficile. Ça prend énormément de temps, d'argent, d'énergie, mais on reste engagé sur ces questions-là. Et pour moi, il est important chaque année de pouvoir encore mobiliser beaucoup plus d'organisations autour des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et je vois depuis quelques années Oussoforal abattre un travail énorme lors de cette campagne-là. Et c'est à pérenniser, c'est à faire grandir pour que on puisse chaque année avoir ces moments-là qui ne sont exclusivement consacrés qu'à la lutte contre les violences faites aux femmes. En tout cas, merci beaucoup. Merci Mariama. Merci professeur. Merci à toute l'équipe de Oussoforal et surtout merci à toutes les personnes qui étaient là à nous écouter et qui ont partagé aussi leurs expériences par rapport à tout ce qu'on a dit sur les violences faites aux femmes. Je vais être très brève. Je vais me joindre à Jali parce que il faut absolument que j'y aille. Donc, vraiment vous remercier et remercier toute l'assistance. En tout cas, bravo et merci. Merci pour le temps, merci pour l'engagement et merci pour tout ce que vous faites pour la cause des femmes et surtout pour lutter contre ce fléau des violences. Vous êtes des championnes, on vous suit avec beaucoup de fierté, beaucoup d'attention et on apprend beaucoup de vous. Merci, excellente soirée à toutes. Bye bye. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.